On va résumer d'abord la première partie de Claude Gueux de Victor Hugo. Au début de cette partie, Victor Hugo nous présente le personnage de Claude Gueux. Il était ouvrier, il vivait à Paris et il était pauvre. Il vivait avec une fille qui était sa maîtresse et un enfant de cette fille. Là, Victor Hugo écrit « Je dis les choses comme elles sont, laissant le lecteur ramasser les moralités à mesure que les faits les sèment sur leur chemin. » Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette petite introduction? C'est qu'il vit avec une fille, il ne semble pas être marié, et en plus, cette jeune femme a déjà un enfant. Donc, d'un point de vue de moralité, on pourrait se dire qu'ils ne vivent pas dans des bonnes mœurs. Mais Victor Hugo nous dit que avant de penser quelle est la bonne ou la mauvaise moralité, il faut d'abord que le lecteur ramasse les faits qu'il va nous présenter sur notre chemin, sur la lecture qu'on va faire de ce livre. Alors, ce monsieur Claude Gueux, il est fort maltraité par l'éducation et fort bien traité par la nature. Il dit encore plus loin, il ne sait pas lire, mais il sait penser. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas reçu beaucoup d'instructions, mais qui est intelligent quand même, et qui semble avoir une bonne constitution, être en bonne santé, avoir un bon physique. Et cet homme travaille, mais au bout d'un moment, il y a plus d'ouvrage. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour l'embaucher. Et un hiver, il n'y a plus ni de feu ni de pain, et la fille, l'enfant et l'homme ont froid et ont faim. C'est très bref, il dit « il vola ». On ne sait pas ce qu'il vola et on ne sait pas où il vola. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce qu'il a volé? L'enfant et la femme ont eu 3 jours de pain et 3 jours de feu. On peut en conclure que ce n'est pas une grosse somme, ou en tout cas ce n'est pas un objet avec une grande valeur qu'il a volé pour avoir 3 jours de pain et 3 jours de bois. Mais Victor Hugo, qui écrit très bien, dit « Il y eut 3 jours de feu et 3 jours de pain pour la femme et pour l'enfant, et il y eut 5 ans de prison pour l'homme. » Ensuite, Victor Hugo va nous parler de Clairvaux. C'est la maison centrale, donc c'est une prison, et il va nous dire ce que c'est. C'est une abbaye dont on a fait une bastille, une cellule dont on a fait un cabanon, un hôtel dont on a fait un pilori. Donc c'est un lieu qui était un lieu religieux, certainement une abbaye, certainement qu'il y avait des moines là-bas sur place, et ça a été transformé en prison. Et Victor Hugo écrit « Quand nous parlons de progrès, c'est ainsi que certains gens le comprennent et l'exécutent. » Ça, c'est ironique, et on voit que c'est un récit qui a quelque chose de dénonciateur, parce qu'évidemment, si l'homme s'améliore, ce qui est l'idéal de Victor Hugo, qui est la pensée humaniste, pour que l'homme s'améliore, certainement qu'il ne faut pas transformer les lieux de prière en prison. Ensuite, Victor Hugo continue en parlant de l'atelier dans lequel il travaille. Il dit « on le mit dans un cachot pour la nuit et dans un atelier pour le jour ». Et là, il va nous décrire le travail dans l'atelier. Donc Claude, qui était avant un honnête ouvrier, est maintenant un voleur. Il a une figure digne et grave. On voit que dans la description physique, c'est quelqu'un qui a déjà ridé alors que pourtant il est jeune. Il a quelques cheveux gris et il a l'air doux mais fort en même temps. Et il y a quelque chose un petit peu qui nous annonce que ça va très mal se finir parce qu'il dit « c'était une belle tête et on va voir ce que la société en a fait ». C'est quelqu'un qui parle peu, qui fait le travail qu'il y a à faire, mais qui n'a pas des contacts inutiles. Il dit « il avait l'air sérieux plutôt que souffrant et il avait pourtant bien souffert ». Ensuite, il y a un long passage où va être décrit le directeur des ateliers. Et le directeur des ateliers, lui, c'est un petit peu le contraire de Claude Gueux. Il a un petit peu tous les défauts, cet homme-là. Il est tyrannique, il considère que quand il a décidé quelque chose, il faut le faire quoi qu'il en soit. C'est quand même un portrait avec des nuances. Il dit il pouvait être un bon mari, un bon père, il pouvait être jovial et même un bon compagnon quand il était de bonne humeur, mais c'était quelqu'un qui s'emportait même quand il n'avait pas d'émotion, qui avait des colères glacées, des haines mortes. Et Victor Hugo dit quand une catastrophe s'écroule au-dessus de nous, on se rend souvent compte en ramassant les débris que ce qui s'est écroulé a été construit par un homme médiocre et obstiné, qui avait foi en lui et qui s'admirait. En gros, c'est de dire que souvent les gens qui ont fait des choses terribles, c'est parce qu'ils étaient persuadés d'avoir raison et qu'ils ne se remettaient pas en cause. Et ce fameux chef d'atelier, il est comme ça. Et il y a un espèce de rapport un petit peu d'amour-haine qu'a ce directeur envers Claude Gueux. Il dit qu'il voit tout de suite que c'est un bon ouvrier. Et comme c'est un bon ouvrier, il le traite bien.
Et par exemple, un jour où Claude Gueux est triste, parce qu'il pensait toujours à celle qu'il appelait sa femme. On comprend qu'ils ne sont pas mariés, et quand même à l'époque c'est mal vu de vivre avec une fille avec qui on n'est pas marié. Mais quand même, Claude Gueux pense toujours à cette jeune femme qu'il a laissée. Et le directeur va lui dire, par manière de jovialité et de passe-temps, c'est-à-dire l'air de rien pour lui changer les idées, que cette malheureuse s'est faite fille publique, ce qui veut dire que pour subvenir à ses besoins, elle est devenue prostituée. Et Claude demande froidement qu'est-ce qu'est devenu l'enfant, et on n'en savait rien. Donc là, on commence à se rendre compte quand même que le directeur, soit il est profondément stupide de penser que ça va pouvoir distraire Claude Gueux, soit c'est quelqu'un de vraiment très mauvais, parce qu'il sait bien la peine qu'il peut lui faire en lui disant ça. Ensuite, il va se passer quelque chose de très surprenant. Claude Gueux, comme il est toujours en train de travailler, qui parle pas beaucoup, mais que c'est un homme qui est quand même assez intelligent, les autres vont se mettre à le considérer plus ou moins comme leur chef. Ils vont se mettre à sans arrêt l'écouter, l'admirer et même l'imiter. Et Victor Hugo dit que c'est à cause de ses yeux, parce que les yeux, c'est comme des fenêtres. Et même quelqu'un qui ne parle pas, en regardant dans ses yeux, on voit les idées qui passent dans sa tête. Et tous ces gens-là, qui n'ont pas forcément beaucoup d'idées, ils sont comme du fer, attirés par un aimant. Et Claude Gueux, lui, il est l'aimant. Il attire autour de lui tous ces pauvres gens. Et donc, en 3 mois, Claude Gueux, il est devenu un petit peu une sorte de chef de la prison sans jamais l'avoir demandé. Et il y a des moments où lui-même, il se demande s'il est roi ou prisonnier. Et Victor Hugo écrit, c'était une sorte de pape captif avec ses cardinaux. Et il y a un autre sentiment qui naît de tout ça, c'est que les geôliers, donc les matons de la prison, se mettent à le détester. Et Victor Hugo dit, la popularité ne va jamais sans la défaveur, l'amour des esclaves est toujours doublé de la haine des maîtres. Parce que les surveillants de cette prison, ils trouvent que cet homme qui a pas du succès, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas qui a le respect de tous les prisonniers, eux, ça les énerve. Et Claude Gueux, il a un problème, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup manger. Et Victor Hugo dit, contrairement à Monsieur de Codilla, donc on ne sait pas qui c'est, mais ça doit être un roi visiblement, à qui avait aussi un gros appétit, mais pour lui c'était rigolo parce que c'est facile quand on a 100 000 moutons de manger beaucoup. Il dit pour Claude Gueux, c'était terrible parce qu'il avait toujours faim. Avant, il vivait dans un grenier, il travaillait toute la journée et à la fin, avec tout ce travail, il pouvait avoir un gros pain bien lourd. Alors que maintenant, il travaille toute la journée, mais il a la même ration que tout le monde et ça ne change jamais. Donc Claude avait toujours faim. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient à côté de lui avec sa gamelle et qui n'ose pas parler. Et puis, au bout d'un moment, ça l'énerve. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et il lui dit, j'arrive pas à finir mon assiette, est-ce que tu veux la finir? Et ce garçon s'appelle Albin. Il est jeune, maigre, pâle, il a l'air malade. Et ce jeune homme qui a peu d'appétit va se lier très fort avec Claude et va prendre l'habitude de lui donner chaque fois la moitié de son plat parce que lui, il ne mange pas beaucoup. Et ils ont une relation un peu comme un père avec son fils, parce que Claude Gueux, il a 36 ans, mais il a l'air beaucoup plus vieux parce qu'il a déjà des rides avec tous les malheurs qu'il a connus, alors que Albin, il a 20 ans, mais vu qu'il est très maigre et très pâle, on dirait plutôt qu'il en a 17. Et le directeur de l'atelier, qui est haï par les autres détenus, souvent il est il se comporte tellement mal que les gens ont envie de faire une révolution. Et qu'est-ce qu'il fait, ce directeur d'atelier? Il demande toujours à Claude Gueux de calmer les hommes, parce que 10 paroles de Claude Gueux, ça vaut mieux que 10 gendarmes. Et lui, il sait dire aux gens de ne pas se calmer pour éviter que ça finisse dans un bain de sang ou de façon dramatique. Et ça, du coup, ça rend un grand service au directeur d'atelier. Et Victor Hugo écrit que donc c'est tout naturellement, vu qu'on lui rendait un grand service, que le directeur d'atelier avait une grande haine envers Claude Gueux, parce qu'il dit que ces haines-là sont les pires, ce sont les haines de la jalousie. Parce que finalement, même si Claude Gueux lui rend service, dans le fond, il est très jaloux de voir qu'il sait mieux se faire obéir et respecter que lui. Et donc, il fait sa petite vie là-bas, Claude Gueux, avec Albin. Et un jour, on dit à Albin, il faut nous suivre. Et puis la journée se passe comme ça, alors qu'il avait l'habitude, pourtant Claude Gueux, d'être toujours avec Albin. Albin n'est pas dans l'atelier. Ensuite, au repas, il pense le retrouver, mais Albin n'est pas au repas. Ensuite, il retourne à l'atelier, il pense le trouver à l'atelier. Il n'est pas non plus à l'atelier l'après-midi. Et quand il rentre au préau, il n'y a personne au préau. Et le soir, il n'y a pas non plus Albin. Et là, Victor Hugo écrit que Claude Gueux devait beaucoup souffrir, parce qu'il a été posé une question à un gardien de prison, et que c'était un homme qui parlait jamais et surtout pas au gardien. Et il a été le voir pour lui demander
Qu'est devenu Albin? Est-ce qu'il est malade? Et le gardien de prison répond: non, il n'est pas malade, il a été muté dans un autre quartier. Et il demande pourquoi. Et le guichetier répond: bah, c'est MD qui a décidé ça. Et MD, c'est le directeur de l'atelier. C'est comme ça que se termine cette première partie et on lira très bientôt la suite. On va résumer maintenant la deuxième partie du livre Claude Gueux de Victor Hugo. On a vu dans la partie précédente que Claude Gueux s'était lié avec un jeune homme qui s'appelait Albin, qui partageait avec lui sa nourriture, et qu'en plus ils étaient très attachés l'un à l'autre. Et donc la journée du lendemain, elle se passe comme la journée précédente, mais sans Albin. On se demande ce qui va se passer quand il va être confronté à MD, le fameux directeur, qui a agi par haine envers lui. Parce qu'on se rappelle dans le chapitre précédent qu'il n'aimait pas Claude Gueux parce qu'il est très respecté par les autres prisonniers. Donc le directeur entre et Claude tire son bonnet de laine, boutonne bien sa chemise parce que c'est une marque de respect pour les supérieurs et attend que MD arrive à sa hauteur. Quand il arrive, il lui demande: pourquoi est-ce que vous avez renvoyé Albin? Il dit parce que c'est décidé ainsi. Et il dit: est-ce que c'est possible de le faire revenir? Il dit: bah non, c'est pas possible. Et il dit pourquoi? Il dit parce que la décision est prise. Donc Claude lui demande: mais elle est prise par qui? Et le directeur répond: elle est prise par moi. Et il s'en va sans donner plus d'explications. Du coup, Claude Gueux continue son travail chaque jour. Sa vie est la même, sauf que Albin n'est plus là, et sauf qu'il a maintenant faim tout le temps. Et il y a une seule chose qui paraît complètement folle à tout le monde. Chaque fois que le directeur passe devant lui, tous les soirs, à 8h, ou plutôt à 9h, je me suis trompée, il lui dit: et Albin? Et chaque fois, le directeur le regarde à peine et s'en va sans lui répondre. Un jour, Claude Gueux s'assoit dans un coin, pose les coudes sur ses genoux, la tête entre ses mains, et il y a un condamné qui passe à côté de lui, qui s'appelle Fayette, et il lui dit: mais qu'est-ce que tu fais là, comme ça? Et Claude lui répond: je juge quelqu'un. Et le soir, quand le directeur passe, MD, le directeur de l'atelier, à côté de lui, il lui dit: monsieur, nous sommes le 25 octobre. Vous avez jusqu'au 4 novembre pour me rendre Albin. J'ai besoin de lui parce que vous savez que je mange beaucoup et que j'ai besoin de son plat qu'il partageait avec moi. Et le directeur dit: non, c'est pas possible. Il lui dit: c'est une décision qui est injuste. Je ne peux pas survivre si Claude ne revient pas. Et le directeur ne répond pas, il s'en moque de ce que demande Claude, il le laisse comme ça, sans réponse. Claude Gueux, il a peu de choses. Il a un livre de l'Émile et un petit ciseau qui était à sa femme, qui sont dans le petit sac avec ses petites affaires à lui, avec quelques autres vêtements vieux et abîmés. Et du coup, il prend ses petits ciseaux et un jour où il joue avec dans le préau, il y a un autre condamné qui s'appelle Ferrari et il lui dit: mais qu'est-ce que tu fais avec ces petits ciseaux? Il dit: bah avec ces petits ciseaux, un jour je couperai ces barreaux-là. Et il montre les gros barreaux en fer de la prison. Alors Ferrari, incrédule, ça veut dire qu'il se rend bien compte que c'est pas possible, il se met à rire et Claude rit avec lui. Et le 4 novembre arrive. Évidemment, MD n'a toujours pas permis à Albin de revenir dans le même quartier que Claude, malgré sa demande. Alors Claude descend dans l'atelier des menuisiers. Il y va très rarement, mais dans l'atelier des menuisiers, comme partout ailleurs, tout le monde aime Claude. Il passe la porte et les gens sont tout d'un coup réjouis de le voir. Il leur dit: bonjour, est-ce que je pourrais avoir une hache pour tuer le directeur ce soir? Et les autres prisonniers lui apportent différentes haches pour qu'il puisse choisir. Il choisit la plus petite qui est aussi bien aiguisée et il la range dans son pantalon. Il y avait beaucoup de prisonniers dans l'atelier de menuiserie et aucun ne va le dénoncer. Et il y a comme une idée parmi tous les prisonniers, ils savent qu'ils ne peuvent ni le dénoncer, ni le faire changer d'avis, ni le raisonner parce qu'ils savent bien que sa décision est prise. Ensuite, le soir, ils sont au dortoir et il y a 82 autres voleurs comme Claude. Et Claude va prendre la parole, il va faire un genre de plaidoyer, comme s'il était un juge. Et ça surprend parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été beaucoup à l'école, mais on voit qu'il est très intelligent. Il leur explique la situation. Il dit: Albin, c'était comme mon frère.
D'abord, je n'avais pas assez à manger ici. Et même si j'achetais du pain avec le peu d'argent que je gagne, j'aurais quand même pas assez et je finirais par mourir de faim. Et Albin, lui, il a partagé son repas avec moi. Il dit, je l'ai d'abord aimé parce qu'il partageait son repas, et après, je l'ai aimé parce qu'il m'a aimé aussi. Et il dit, et le directeur nous a séparés. Il nous a séparés pourquoi? Juste parce que ça le fait plaisir de faire souffrir les autres. Il dit, je lui ai donné une chance. Je lui ai dit qu'il avait jusqu'au 4 novembre. Et maintenant, on est le 4 novembre et il n'a toujours pas permis à Albin de revenir. Donc j'ai décidé de le condamner à mort. Et il va donner plein d'arguments. Il va dire que c'est vrai que c'est une décision extrême. Il dit que se faire justice soi-même en temps normal, c'est pas bien, mais des fois on est dans un cul-de-sac et c'est notre seule solution. Il dit que il trouve que c'est juste, que si lui prend la vie du directeur, il perdra aussi la sienne. Mais il se dit qu'il perdra sa vie pour une cause juste, parce qu'il sait qu'il va être lui-même exécuté, évidemment, s'il tue le directeur. Il leur dit qu'il pense agir pas par le sentiment, mais parce que c'est la réponse la plus juste. Il dit, mais si quelqu'un pense que j'agis comme ça à cause de ma colère, mais que c'est pas juste, il doit me le dire. Et sur les 82 prisonniers, personne ne répond. Il y a une seule petite voix qui s'élève et qui dit « c'est juste, Claude, et je pense que tu dois le faire. Mais par contre, tu dois lui donner une dernière chance. Avant de le tuer, tu dois lui dire une dernière fois, est-ce que tu veux bien faire revenir Albin ?» Et Claude va lui dire, eh ben, je prends en compte ce que tu m'as dit et je le ferai. Et du coup, ils retournent tous dans l'atelier pour travailler encore jusqu'à 9 heures, qui sera la dernière ronde du directeur de l'atelier. Ils sont tous dans une pièce qui est un parallélogramme aligné face à l'allée centrale. Donc il y a plein de petits bancs à côté de l'allée centrale. Et Claude Gueux va se placer dans le premier banc à côté de la porte quand il est 9h moins quart. Et à ce moment-là, la porte s'ouvre et c'est le directeur qui entre. Et c'est la fin du résumé de la deuxième partie. On lira très rapidement la On va troisième. résumer la troisième partie du livre Claude Gueux de Victor Hugo. Donc on se rappelle dans les deux parties précédentes que Claude Gueux est dans une prison, la prison de Clairvaux, et il y a là-bas des ateliers où travaillent les prisonniers. Le chef d'atelier a fait muter son ami Claude dans un autre quartier et Claude l'a supplié pendant très longtemps de bien vouloir lui rendre son ami. Il a pris une hache, il l'a cachée dans son pantalon et il a pris aussi les petits ciseaux de couture de la dame avec qui il vivait avant d'être envoyé en prison, avec qui il a un enfant. Le chef de l'atelier rentre. Tout le monde, évidemment, se tait parce que tout le monde sait que Claude Gueux a décidé qu'il l'avait condamné à mort et qu'il allait le tuer. Mais comme il s'y est engagé, il va demander à l'homme, encore une fois, de lui rendre Albin. Et le directeur se fâche et lui dit encore, mais c'est pas possible, ça t'a pas suffi qu'on t'envoie 24 heures en cachot et tu continues encore à demander à ce que Albin revienne. Et il dit, vous vous rendez pas compte, il était plus qu'un ami, il était toute ma vie et c'était lui aussi qui me nourrissait et vous le savez bien, et sans lui je vais mourir de faim. Et Claude lui dit, au moins j'aimerais savoir une chose, si vous me condamnez à finir comme ça en mourant de faim, dites-moi au moins pourquoi vous faites ça. Et le directeur lui répond, parce que. Et là, avant que le directeur puisse crier, Claude va le frapper avec sa hache. Il va le frapper 3 fois sur la tête et une fois qu'il est tombé par terre, il est lancé, il le tape encore une fois à la cuisse et le directeur est complètement mort. En fait, il était déjà mort la dernière fois où il a donné le coup sur la cuisse. Et lui, ensuite, il décide de se tuer. Il prend les petits ciseaux et il se les plante dans le cœur. Mais c'est un grand gaillard, c'est un gars qui est plutôt grand et gros, et du coup il tape, et il dit « Mais cœur de damné, est-ce que je vais pas te trouver ?» Et à la fin, il est plein de sang, et il s'évanouit dans son sang, et il n'a pas réussi à se tuer. Donc quand il se réveille, il est dans une espèce d'hôpital, et il y a l'inspecteur qui vient le voir, et qui lui dit « Comment est-ce que vous vous sentez ?» Victor Hugo dit « Quelle ironie quand même, ils vont maintenant se donner la peine de soigner un homme pour l'envoyer se faire couper la tête en bonne santé. » Il dit « Novembre, décembre, janvier et février se passent en soins et en préparatifs. Les uns guérissent les blessures et les autres dressent l'échafaud. » Et enfin, le 16 mars 1832, le procès de Claude Gueux a lieu. Du coup, j'ai été me renseigner un peu en même temps que je lisais cette histoire, parce que Victor Hugo, c'était pas seulement un romancier, c'était aussi un politicien.
Et on s'en rendra bien compte à la fin de la lecture de ce livre. Et cette histoire est une histoire réelle. Après, peut-être qu'elle a été un peu romancée par Victor Hugo, mais l'histoire réelle est très très proche de ce que raconte Victor Hugo quand même. Une petite nuance dont Victor Hugo ne parle pas, parce que c'était une autre époque, la parole était moins libre sur certains sujets. Et en même temps, quand on connaît Victor Hugo, on peut se dire que c'est plutôt par souci de dignité, c'est parce que plutôt il considère que ces choses-là ne nous regardent pas et que c'est pour ça qu'il a choisi de ne pas en parler. Mais apparemment, Claude Gueux avait une relation amoureuse avec Albin. Et c'est pour ça que le chef d'atelier ne voulait pas les laisser ensemble. Donc on se remet dans le résumé, c'est le jour du procès, et personne ne veut témoigner contre Claude Gueux, parce que tout le monde a beaucoup de respect pour lui. Et c'est lui qui va insister, qui va dire si, je veux qu'on dépose contre moi, je veux que la justice soit juste, et quand parfois les autres cachent des choses parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache tout ce qui s'est passé dans cette affaire, quand par exemple quand il est venu chercher la hache ou quoi, c'est lui qui dit aux autres non, il ne faut pas me protéger, dites la vérité, dites ce qui s'est passé. Quand à un moment il y a Albin qui rentre pour témoigner, ils ne peuvent pas les empêcher de s'approcher l'un de l'autre. Et Claude Gueux dit, en désignant Albin, il dit voilà, voyez, ça c'est un voleur, mais c'est un voleur qui partage son pain avec ceux qui ont faim. Ensuite, Victor Hugo dit que le procureur et l'avocat font chacun leur plaidoirie. Mais après ça, Claude va vouloir parler. Et il va parler si bien que même les personnes intelligentes qui assistent à l'audience n'en reviennent pas que quelqu'un ait pu acquérir autant de capacités à l'oral sans avoir été à l'école. Et elle dit que, ce témoin dit qu'il a parlé simplement, sans faire de cinéma. Il a dit les choses clairement et honnêtement, sans chercher ni à s'excuser, à se trouver des excuses pour avoir agi ainsi, ni en cherchant à exagérer. Mais à un moment, quelqu'un va lui dire quand même, vous avez assassiné quelqu'un sans provocation. Et là, Claude Gueux va dire quelque chose qui va être une ébauche de ce qui sera appelé plus tard dans la loi les circonstances atténuantes. Claude Gueux va expliquer. Si je suis dans un café, que je bois et qu'un homme ivre me donne un coup de poing, je le tue et vous me direz qu'il m'avait provoqué parce qu'il m'a frappé. Et il dit alors que finalement ce n'est qu'un ivrogne qui n'a fait qu'envoyer un coup de poing parce qu'il était saoul. Il dit alors que si pendant des années, pendant 4 ans, quelqu'un me manque de respect, il dit j'ai aimé une femme et il dit il me torture en me parlant de cette femme. J'ai eu un enfant, j'ai volé pour sauver la vie de cet enfant-là et il me torture aussi en me parlant de cet enfant. Moi, je le vous vois, je lui parle poliment, lui, il me dit tu et il me manque de respect. Et à la fin, il me prive de mon ami qui partageait avec moi son repas. Je lui prie de me le rendre ou de s'expliquer et il ne le rend pas, il ne s'explique pas. Et il dit, est-ce que ça, c'est pas aussi considéré comme une provocation? Et à la fin, il dit, je ne cherche pas à mentir. Et il dit, je suis un voleur et je suis un assassin puisque j'ai volé et j'ai tué. Mais s'il vous plaît, posez-vous 2 questions. Pourquoi est-ce que j'ai volé et pourquoi est-ce que j'ai tué? Et le juré va délibérer en un quart d'heure. Et en un quart d'heure, ils vont condamner Claude Gueux à mort. Quand on lit son arrêt à Claude Gueux, il dit « Bon, d'accord, vous m'avez condamné à mort, mais quand même, vous avez oublié quelque chose, vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi est-ce que j'ai tué et pourquoi est-ce que j'ai volé ?» Il décide de ne pas poser de pourvoi en cassation, c'est-à-dire de ne pas demander à être rejugé. Et c'est une des sœurs qu'il a soignées, une bonne sœur, qui va lui demander, qui va le prier de quand même faire appel. Pendant ce temps-là, il va recevoir sans arrêt des choses, des clous, des morceaux de fil de fer, des anses de seau. Tout le monde va essayer de l'aider à s'échapper dans la prison. Les prisonniers, évidemment, certainement pas le directeur de prison ou ces gens-là. Et lui, il va tout rendre gardien. Il va dire « Prenez tout ça, je ne veux pas m'échapper ». Et à la fin, on va lui dire que le pourvoi en cassation a été rejeté, donc il va effectivement être exécuté. Alors lui, il répond « Eh ben, j'ai bien dormi cette nuit et je ne savais pas encore que la nuit prochaine, je dormirais encore mieux. » Ce qui est un petit peu de l'humour noir, hein, parce que la nuit prochaine, évidemment, il sera mort, donc personne ne le dérangera dans son sommeil. On a arrêté là la lecture de ce livre, hein, que j'ai découpé arbitrairement en 4 morceaux parce qu'il était trop long à lire d'un coup. On va lire la suite et après, on résumera la dernière partie. On va résumer la 4e et dernière partie du livre Claude Gueux de Victor Hugo. D'abord, il va raconter l'exécution de Claude Gueux. On lui envoie un prêtre et un bourreau.
Il est humble avec le prêtre et doux avec le bourreau. Claude Gueux dit qu'il ne leur refuse ni son corps ni son âme. Il va s'excuser auprès du prêtre en disant qu'il regrette de ne pas avoir suffisamment bien appris la religion et de ne pas avoir pu suffisamment bien se comporter. Quand on lui attache les mains, il demande qu'on lui mette sa pièce de 5 francs dans la main. Alors sa pièce de 5 francs, j'ai oublié de le raconter dans la partie précédente, c'est quand il ne voulait pas faire appel, c'est une bonne sœur qui lui a prié de bien vouloir quand même tenter sa chance de redemander un autre procès, et elle lui a dit, donc il a fini par accepter pour lui faire plaisir, et elle lui a dit qu'elle lui donnait 5 francs pour le remercier. Et il va être exécuté sur la place le jour du marché. Et Victor Hugo écrit: car il paraît qu'il y a encore en France des bourgades à demi sauvages où, quand la société tue un homme, elle s'en vante. Avant de se faire exécuter, Claude Gueux va remercier le prêtre et excuser le bourreau. Et sa dernière pièce, il va vouloir la donner pour les pauvres. Au moment où il parle, il y a les cloches qui sonnent, alors du coup on ne l'entend pas, et du coup il doit répéter une deuxième fois que l'argent est pour les pauvres. Et il a à peine le temps de terminer, il dit: le 8e coup n'a pas encore sonné, que cette noble et intelligente tête était tombée. Ensuite, Victor Hugo va dire: voilà, regardez maintenant l'admirable effet que ça a sur la population de faire des exécutions publiques. Il dit: le marché a eu lieu alors que les pavés n'étaient pas encore lavés, il y avait encore le sang de l'homme à qui on venait de couper la tête, et les gens ont commencé à s'énerver pour une question de tarif. Et comme le peuple était exalté, il était excité par le fait d'avoir vu quelqu'un se faire couper la tête, ils ont failli massacrer un employé de l'octroi. Et Victor Hugo écrit: le doux peuple, que vous font ces lois-là? On voit que c'est un grand orateur aussi, Victor Hugo, hein. Il interpelle le peuple en disant: mais regardez un petit peu ces lois-là, ce qu'elles font de vous. Et après, ça va basculer dans quelque chose qui est beaucoup plus politique. Il dit: j'ai raconté la vie de cet homme-là pour vous montrer qu'il y a 2 phases principales dans une vie. Et du coup, il y a 2 questions qui sont importantes dans une vie, c'est avant la chute et après la chute. Et les 2 questions, c'est la question de l'éducation et la question de la pénalité. Et il dit: quand on voit la vie de Claude Gueux, il est né en bonne santé, il était intelligent, il ne lui manquait rien d'un point de vue de la nature. Mais qu'est-ce qui lui a manqué? Il lui a manqué que la société ne lui a pas donné un bon environnement. Il dit: c'est un garçon qui a un bon cœur, mais la société est si mal faite qu'il commence par voler, et elle le met dans une prison qui est elle aussi si mal faite qu'il finit par tuer. Et il demande: est-ce que finalement on peut dire que le responsable de tout ça, c'est vraiment Claude Gueux? Et Victor Hugo dit: mais il faudrait que tous les gens qui peuvent réfléchissent à ça, cherchent comment on peut faire évoluer la société pour ne plus vivre des choses aussi horribles. Et c'est ça qu'il faut réformer et qu'il faut changer en urgence. Mais à quoi pensent les chambres? Les chambres, c'est à peu près l'équivalent certainement du Parlement, en tout cas, c'est les pouvoirs dirigeants. Et il va leur reprocher de passer beaucoup de temps soit à faire des conférences inutiles. Ils font des conférences sur la littérature classique et il dit: mais ça ferait hausser les épaules aux maîtres d'école de la banlieue. En gros, ça veut dire ils se prétendent pour des gens intelligents qui réfléchissent à des questions profondes, mais ce qu'ils réfléchissent, un simple instituteur le sait déjà mieux qu'eux. Il dit: la preuve, ils vont dire que c'est l'homme moderne qui a inventé des choses horribles, comme l'inceste, l'adultère, le parricide, l'infanticide et l'empoisonnement. Et Victor Hugo leur dit au sujet de ces gens-là: mais est-ce qu'ils ne connaissent ni Phèdre, ni Jocaste, ni Oedipe, ni Médée, ni Rhodogne? Parce que c'est effectivement des choses qui existent depuis que l'homme existe, hein. Le mal a toujours fait partie de l'homme depuis toujours, et déjà dans l'Antiquité, on racontait des choses tout à fait horribles. Il dit: ou alors, ils vont se disputer pendant 3 jours pour savoir quel budget il faut accorder pour enseigner soit Corneille, soit Racine. Et il dit: mais ces disputes en plus, ils les font avec dans la gorge des pires fautes de français. Alors il dit: oui, c'est important, mais quand même, il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Et Victor Hugo dit: il faudrait que quelqu'un entre parmi ces politiciens et qui leur dise: mais taisez-vous un peu, est-ce que vous savez qu'on condamne encore des gens à mort et qu'il y a des gens qui sont exécutés? Donc il dit à Dijon, à Paris, à Eustache. Et pour lui, cette peine de mort est quelque chose de terrible, de tout à fait sanguinaire, qui doit être réformé au plus vite. Et il dit: le peuple souffre. Vous pouvez l'appeler république ou l'appeler monarchie, peu importe, dans tous les cas, le peuple souffre et ça, c'est un fait.
Il dit que le peuple est dans une grande misère et que le bagne prend au peuple ses fils et le lupanar ses filles. Et il dit, alors au final, vous dites quoi? Qu'il y a trop de forçats et trop de prostituées, mais réfléchissez plutôt à la cause. Et la cause de tout ça, pour lui, c'est la misère. C'est vraiment l'idée la plus importante de Victor Hugo, c'est de penser que si l'homme tourne mal, s'il finit par être un voleur, par être un criminel, ou si les filles terminent dans la prostitution, c'est parce qu'ils sont issus de la misère, et que dans cette misère-là, ils n'ont pas d'autre opportunité pour s'en sortir. Et il dit qu'en fait, le système judiciaire de cette époque repose sur la flétrissure, le bagne et la peine de mort. Le bagne, c'était travailler dans des conditions très difficiles, hein, c'était les forçats. La peine de mort, on sait ce que c'est. La flétrissure, il y a une petite note en bas de page qui nous explique que c'était quand on marquait les gens au fer rouge. Et Victor Hugo va amener petit à petit, c'est un texte très enflammé, hein, avec des mots très éloquents. Et il va dire, bon, vous voulez faire des économies, alors j'ai une solution pour vous. On coupe trop de têtes par an en France et on pourrait économiser les salaires de 80 bourreaux si on arrêtait de tuer les gens. Et avec ce salaire-là, on pourrait payer 600 maîtres d'école. Et la solution que propose Victor Hugo, c'est l'instruction. Et c'est un livre qu'on m'avait demandé de lire, c'était des élèves qui l'ont demandé parce qu'ils devaient le lire pour l'école. Moi, je ne suis pas prof, mais en tout cas, je comprends que ça fasse sens de faire lire ce livre-là, parce que ça fait comprendre aussi que l'instruction, c'est un droit, mais ce n'est pas un droit de naissance, c'est quelque chose qui a été acquis. Il y a une époque où les pauvres n'avaient pas accès à l'instruction. Et c'est une grande chance. Moi, souvent, dans les commentaires, on me dit « Ah, merci d'avoir lu le livre, j'avais trop la flemme ». Mais non, évidemment, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut dire, c'est pas quelque chose qu'on peut entendre, parce que la flemme d'apprendre, on peut être diverti par d'autres choses. Parce qu'il y a un âge où on a un petit peu la flemme de tout ce qui n'est pas amusant. Mais apprendre, c'est certainement ce qui est le plus important. C'est ce qui permet de devenir un adulte qui sera capable de comprendre le monde et de prendre des bonnes décisions. Et donc Victor Hugo demande deux choses. Il demande des écoles pour les enfants et des ateliers pour les hommes. Encore une fois, c'est très d'actualité, parce que dans tous les pays où il y a des révolutions, je pense par exemple au printemps arabe ou alors quand il y avait eu des révoltes au Maroc, que demandent les gens? Les gens demandent du travail. Ils ne demandent pas forcément de la démocratie ou de la politique, peut-être aussi un peu, mais ce qu'ils demandent aussi, c'est de pouvoir vivre de leur travail. Ensuite, Victor Hugo va dire que la France est un pays où on sait le moins lire. Il dit la Suisse sait lire, la Belgique sait lire, le Danemark sait lire, la Grèce sait lire, l'Irlande aussi, et la France ne sait pas lire, c'est une honte. Et il dit aux politiciens, parce que c'est à eux qu'il s'adresse, allez dans les bagnes et attrapez les hommes pour les regarder. Il dit regardez-les, ils ressemblent à des animaux. Il y en a un qui ressemble à un loup, il y en a un qui ressemble à un chat, l'autre qui a une tête de singe, de vautour ou de hyène. Et il dit, et pourquoi est-ce qu'ils sont dans cet état-là, ces pauvres hommes? Il dit peut-être que la nature leur a pas donné beaucoup de qualité. Il dit, mais en tout cas, les humains, la société ne les a pas aidés à s'améliorer et à aller mieux grâce à l'éducation. Il dit, Rome et la Grèce avaient le front haut. Ouvrez le plus que vous pouvez l'angle facial du peuple. En gros, il leur dit, aidez les gens à relever la tête. Et là, ça se termine par quelque chose qui nous montre à quelle vitesse le monde a changé en 150 ans. Il dit, quand la France saura lire, ne laissez pas sans direction cette intelligence que vous aurez développée. Ce serait un autre désordre. L'ignorance, ce serait encore mieux que de la mauvaise science. Et il dit, plus important que tous les autres livres, la philosophie, la politique, etc., ce qu'il faut instruire, ce qu'il faut apprendre au peuple, c'est l'écriture sainte. Et il va justifier ça de la façon suivante. Il dit, on met une balance. Dans un plateau, il y a les riches, dans l'autre, il y a les pauvres. Il dit, la balance, elle penchera toujours du côté du riche parce qu'il a tout, le riche. Alors que le pauvre, il a quoi? Il a la misère, il a le travail dur, il a la souffrance. Et il dit, alors, pour faire contrepoids, il faut donner une promesse aux pauvres. Et il faut lui promettre un monde meilleur avec l'éternité. Et c'est comme ça que ça va rééquilibrer la balance. Et Victor Hugo écrit « C'est ce que savait Jésus qui en savait plus long que Voltaire ». Ça vaut quand même le coup d'être lu parce que je vais lire le paragraphe. « Donnez au peuple qui travaille et qui souffre, donnez au peuple pour qui ce monde-ci est mauvais, la croyance à un monde meilleur fait pour lui. Il sera tranquille, il sera patient, la patience est faite d'espérance. » Je vais lire encore la suite.
Ensemencer les villages d'évangile, une Bible par cabane, que chaque livre et chaque chant produisent à eux deux un travailleur moral. C'est quand même très différent de ce qu'on pense maintenant. Il ne dit pas, Victor Hugo, qu'il faut instruire le peuple pour permettre à chacun d'être quelqu'un qui fait des choix, qui se bat pour un monde meilleur. Il ne parle pas d'égalité, il ne dit pas les pauvres devraient pouvoir avoir accès aux mêmes choses que les riches, pas du tout. Il dit que, au contraire, la religion devrait leur permettre de rester à leur place et de ne pas aspirer à mieux. C'est quand même vraiment très intéressant de lire ce livre-là, parce que Victor Hugo, c'est la naissance de l'humanisme, et l'humanisme, c'est quand même la base de notre société aujourd'hui. C'est un peu le produit qu'on voudrait exporter partout dans le monde. Mais même ce produit de base, il a déjà beaucoup évolué. Il a plus grand-chose à voir avec ce qu'écrivait Victor Hugo en son temps. Ça a même, pour nous qui lisons ça aujourd'hui, un petit peu quelque chose de révoltant, parce que nous, on croit, et peut-être qu'on a tort, mais en tout cas, on a été élevés comme ça. Moi, à l'école, c'est ce que j'ai appris, que tous les hommes sont égaux et libres, égaux en droit. Alors que Victor Hugo, il nous fait un tableau dans lequel, clairement, il y a des penseurs et il y a le peuple. Et il termine, je vais lire la fin de ce livre, c'est « Cette tête de l'homme du peuple. Cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la. Vous n'aurez pas besoin de la couper. » C'est très paternaliste. Il dit aux politiciens, en gros, prenez soin de votre petit peuple et il vous obéira et vous rapportera mieux. Un petit peu comme si c'était son bétail. Et en même temps, peut-être que Victor Hugo n'a pas tort, parce qu'on réalise que quand l'humain a toutes les possibilités et que tout lui est ouvert, il va parfois se mettre sous le joug d'une autre emprise. Du coup, j'ai le sentiment, à la fin de la lecture de ce texte, que toutes les questions restent ouvertes. En tout cas, j'ai terminé le résumé et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce livre qui est très intéressant, qui montre en tout cas un pan de notre histoire. Fin du résumé de la dernière partie de Claude Gueux de Victor Hugo.